Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons pas mal de news cette semaine-ci, malgré le fait que nous sommes techniquement fin décembre et qu'il y a les fêtes, et aussi le fait que beaucoup de marques normalement n'annoncent pas vraiment de produits, mais en fait il y a eu beaucoup de leaks, donc c'est plutôt pas mal pour voir les produits qui vont être annoncés notamment lors du CES qui sera ce début janvier. Donc, semaine prochaine, attendez-vous à énormément de news. À mon avis, on va se concentrer sur un certain aspect, puis on verra les news un petit peu moins importantes la semaine d'après. Bref, dans tous les cas, vous avez une table de matière dans la description ainsi que sur la barre de lecture. N'hésitez pas à sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus et commençons tout de suite. La première news de la semaine, c'est le fait que le James Webb Telescope a enfin été lancé. Je vous rappelle qu'il a été lancé sur un Ariane 5 depuis la Guyane française. Et le lancement s'est très bien passé. D'ailleurs, ils ont même eu un peu plus d'extra au niveau du carburant. C'est-à-dire qu'ils ont pu pousser le satellite un petit peu plus loin que ce qu'ils avaient prévu. Donc, c'est-à-dire qu'il aura besoin de moins de carburant pour atteindre sa destination. Et du coup, il aura un petit peu plus de carburant en cas, par exemple, pour maintenir son orbite correctement. Donc, il devrait pouvoir normalement tenir plus longtemps là où il sera, qui est le point L2, c'est sa destination finale. Ça, c'est une timeline du coup depuis le premier jour jusqu'au 30e jour où tout sera fini. Actuellement, il en est au 9e jour depuis son lancement et il est en plein dans la période de déploiement du Sunshield. Ça, c'était certainement la partie qui stressait le plus de gens parce que c'est la partie qui a posé des problèmes par le passé. Donc le Sunshield, c'est ça, tout simplement, c'est un... Alors, il y a plusieurs couches, on peut le voir un petit peu ici, mais il y a 3, 4, il y a même plus en fait de couches. Ce Sunshield a pour but en fait de bloquer tous les rayons qui viennent du Soleil. Donc le Soleil est par derrière ça. Le James Webb Telescope est orienté vers le vide de l'espace. Et vu que le but du James Webb Telescope est de capter les infrarouges, c'est pour ça qu'on doit bloquer les rayons du Soleil, parce qu'il y a énormément d'infrarouges dedans. Donc ça polluerait pas mal l'image de ce qu'il récupère lui. Donc ce Sunshield a pour but de faire ça. Et il avait posé pas mal de problèmes lors de ses tests et tout ça. Il s'était mal déployé, il s'était en partie fait déchirer, ce genre de choses. Donc c'est certainement la chose qui stressait le plus de gens. Mais il a pratiquement fini. Ensuite, il devra déployer le miroir secondaire. Et ça a disparu, leur truc. Le miroir principal. Et puis les segments du miroir. Et après... il a juste à se mettre en insertion au point L2 et ce sera à peu près terminé. Bon, ça va prendre encore un petit peu de temps pour ceux aussi qui se demandent à se dire que on va voir des images d'ici 20 jours. Non, ça va prendre plus de temps que ça évidemment. Ils vont d'abord le tester, calibrer, s'assurer que tout est bon. Donc on devra avoir des images d'ici la moitié de l'année de ce qu'ils voient. Et je vous rappelle que ce télescope est très important parce que déjà il est énorme. Le miroir qu'il a est le plus grand miroir qu'on a jamais envoyé en orbite. Comme il capte aussi les infrarouges, il va nous permettre de capter de la lumière, ou plutôt des restants de lumière qui viennent de très très loin dans l'espace. Donc il va permettre de vraiment observer les débuts de notre univers, parce que bien souvent, plus vous observez loin dans l'univers, plus c'est de la vieille lumière, et du coup vous remontez dans le temps techniquement. C'est un peu comme une machine à remonter dans le temps. Donc, très important comme télescope. Et je suis très content de voir personnellement que ça s'est bien passé jusqu'à maintenant et ça a l'air de plutôt bien se passer. Et donc, j'espère que ça va continuer comme ça et que d'ici la moitié de l'année, on devra avoir de magnifiques images de peut-être galaxies très lointaines ou même encore plus. Bref, vous aurez, si j'y pense, un lien vers ce site web ou sinon vous tapez James Webb Telescope sur Google et ça tombe à peu près là-dessus. Ensuite, on change totalement de registre avec ici une news pas forcément plaisante pour Asus. Asus a eu des problèmes sur leur Asus ROG Z690 Hero qui avait un problème où elle prenait feu, littéralement. Alors, elle prenait pas toujours feu, mais dans beaucoup de cas, il y avait un court-circuit qui se faisait au-dessus, à droite de la carte mère, juste au-dessus de la RAM, ça se voit juste ici, par exemple, sur cette vidéo. Et du coup, forcément, c'est pas très bon. Ça arrivait quand même à un nombre assez important de gens, en tout cas pour que ça fasse pas mal parler de ça. Vous avez par exemple Jay Susan qui a fait 3 vidéos sur le sujet. Vous avez Actually Hardware, voilà, Overclocking. Une assez bonne chaîne si vous voulez regarder. Il fait toujours des reviews, mais pas de la carte mère en tant que telle. Il review toujours les tâches d'alimentation de la carte mère. Donc lui, il est tout au niveau de l'alimentation d'une carte mère ou d'une carte graphique. Ce qui est plutôt intéressant si si vous êtes toujours intéressé au niveau overclocking ou avoir une carte mère qui a un très bon étage d'alimentation,
Il fait souvent aussi des guides de recommandation. Donc il dit, oh, quelle est la meilleure carte mère en X570 au niveau alimentation. Il s'en fiche des fonctionnalités, il regarde juste l'étage d'alimentation. Comme ça, vous pouvez vous décider un petit peu mieux. Bref, dans tous les cas, d'où vient ce problème? Ça vient d'un capacitor qui est installé juste au-dessus de la RAM. Vous pouvez voir le pin de maintien de la RAM d'ailleurs juste ici, qui était, sur certaines de ces cartes mères, installé à l'envers. Donc la polarité était inversée, ce qui forcément n'est pas très bon en électronique. Étonnamment, la carte mère fonctionnait, donc voilà. Mais au bout d'un moment, ça pouvait causer un problème. Donc vous aviez un debug code 53, si je me souviens bien, la RAM n'était plus détectée. Et puis après, vous pouviez avoir un problème où ce capacitor chauffait énormément et pouvait prendre feu, justement. Le problème, si vous voulez le repérer très facilement, très rapidement, si vous avez une de ces cartes mères, je l'ai fait parce que j'ai une de ces cartes mères, c'est voir s'il est à l'envers. Vous voyez, il y a des écritures dessus. S'il est à l'envers, pas bon. S'il est à l'endroit, c'est bon. Il y a aussi, Asus a donné des informations à ce niveau-là. Ils ont répondu relativement rapidement, surtout comparé à certaines autres marques comme NZXT. Et vous avez, par exemple, ils ont donné des numéros que vous pouvez vérifier. Et donc ça, vous pouvez regarder sur la boîte. Donc en gros, si ça correspond à ces numéros-là, donc c'est cette série de production-là, il vaut mieux renvoyer la carte mère pour la faire changer. Mais un fixe aussi, enfin une façon de vérifier rapidement, c'est voir s'il est juste à l'envers en fait. Donc ouais, moi de mon côté, il est à l'endroit, donc plutôt bonne nouvelle. Je vais quand même vérifier on va dire le numéro justement de fabrication pour être sûr vraiment. Mais bon, ça devra aller. Donc yep. Comme quoi, c'est juste votre rappel que ça arrive, les erreurs humaines. C'est certainement une erreur humaine selon moi. Peut-être que... je sais qu'Asus utilise beaucoup de robots pour la production de leur carte mère. Donc, c'est des robots qui viennent placer des trucs. Mais le truc, c'est si sur cette série de production, les capaciteurs ont été donnés à l'envers au robot, le robot ne savait pas. Lui, il a juste pris, d'une certaine manière, il a posé sur la carte mère. Donc, à mon avis, ça viendrait de là. Si je devais deviner personnellement, je ne dis pas que ça vient de là, je dis juste si je devais deviner où est-ce que ça a pu poser un problème, le robot forcément le posait forcément à l'endroit. C'est quand même une carte mère assez haut de gamme, donc c'est sûr et certain qu'il assemblait avec des robots. Ils ont tendance toujours à assembler avec des robots leurs cartes mères plus orientées haut de gamme. Donc à mon avis, c'est ce qui serait peut-être passé. Mais dans tous les cas, yep, assez stupide. Mais bon, ma foi, encore une fois, on l'a déjà vu avec NZXT. On a vu aussi Fractal Design a eu un problème. Vous n'êtes jamais à l'abri, même avec une bonne marque, d'avoir ce genre de problème. Moi, ce que je remarque toujours, ce que je vérifie toujours, c'est comment ils réagissent à tout ça. Asus a réagi, on peut le dire rapidement par rapport à d'autres marques, mais ils auraient pu réagir beaucoup plus rapidement. Je pense que c'était Fractal Design qui avait le mieux réagi par rapport à ce genre de problème. Eux, ils avaient un problème avec leur hub de ventilateur qui faisait un faux contact et qui pouvait causer des énormes problèmes, genre un feu. Eux, ils ont directement, quand ils ont vu les premiers cas, alors qu'il n'y avait même pas forcément énormément de cas, quand ils ont vu quelques petits cas que ça arrivait, ils ont littéralement demandé à tous les possesseurs de ce boîtier de renvoyer le contrôleur. Ils ont renvoyé des nouveaux corrigés. Donc, juste pour vous dire comment la meilleure façon de gérer ce genre de truc, c'est directement réagir, remplacer si possible. Asus a réagi plutôt rapidement et évidemment, ils offrent la possibilité de remplacer ces cartes mères. Donc, ils réagissent de la bonne manière ici. Très différent de, par exemple, Gigabyte avec leur alimentation qu'on avait vu il y a quelques temps. Si vous vous souvenez, qui littéralement est en mode non, il n'y a aucun problème, l'alimentation. Bon, des fois, elle brûle, mais c'est tout à fait dans ses spécifications. Ou je sais plus quoi. Ça, c'était assez honteux. Bref. Ensuite, nous avons une news au niveau d'AMD qui va introduire une nouvelle technologie qui sera AMD Radeon Super Résolution ou RSR. Alors, vous allez me dire, c'est pas juste FSR. Alors, FSR, c'est l'équivalent un petit peu d'AMD en réponse à DLSS. Donc, c'est une technologie de super résolution. Donc, vous prenez un jeu qui tourne en 1080p, vous le remettez en 4K ou autre chose. Donc, ça existe. Mais ça doit être rajouté dans les jeux. Donc, les développeurs du jeu doivent le rajouter explicitement. Alors, FSR est plutôt facile à rajouter, mais vous devez quand même le rajouter. RSR, ici, c'est différent. Le but de cette technologie, c'est que vous pouvez l'activer sur n'importe quel jeu qui tourne en plein écran exclusif sous Windows. N'importe quel jeu. Même s'il est vieux de 5 ans ou autre chose qui n'a jamais été update pour supporter ça, il le supportera, tout simplement.
Donc c'est plutôt cool. On verra évidemment ce que ça donnera. L'un des problèmes, et c'est pour ça qu'ils ont besoin de tourner en full screen exclusif, c'est toujours les éléments d'interface. L'interface du jeu, ça, il faut pas y toucher avec ce genre de technologie, évidemment, ça semble logique. Donc là, normalement, ça devrait fonctionner, vu que normalement, en plein écran exclusif, vu que le rendu du jeu passe par les drivers de la carte graphique, ils peuvent s'implémenter un endroit pendant le rendu du jeu et justement utiliser cette technologie-là, et ça devrait normalement plutôt bien fonctionner. Ils avaient une fonctionnalité similaire par le passé, que je ne sais plus le nom, mais qui permet... C'était un AMD Sharpening, Radeon Sharpening en vrai, mais là c'est différent encore, je tiens à le préciser. Donc le truc c'est, on verra ce que ça donnera, aussi bien ça va pas être très bon, donc faut voir. Faut vraiment voir quand c'est sorti et qu'on peut vraiment l'activer sur des jeux et juste voir si ça vaut la peine. Ensuite, on a une news au niveau de Intel qui a un nouveau processeur mobile qui arrive, plutôt intéressant. Donc, c'est le Core i5 12050p, ou plutôt 1250p. Donc, oui, les numéros repassent. Oui, bref, c'est Intel. Ne regardez pas trop les numéros. Dans tous les cas, c'est un processeur mobile, 28 watts maximum, qui a comme architecture Alder Lake. Et du coup, il a 4 cœurs haute performance et il a 8 cœurs haute efficacité énergétique. Or, j'ai déjà dit que sur PCFX, personnellement, je ne trouve pas ça très intéressant. C'est un peu du bricolage sur PCFX pour essayer d'avoir un petit peu plus de performance. Mais ça marche quand même plutôt bien. On l'a vu avec les tests d'Alder Lake. Mais sur mobile, par contre, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que là, vous avez un intérêt à économiser de l'énergie. Parce que vous êtes limité au niveau refroidissement et tout ça. Donc, ça vous donne l'équivalent d'un 12 cœurs, ce qui est vraiment pas mal. Et visiblement, il serait plus performant que le Core i7 11800H, qui était déjà très bon pour information. C'est un 8 cœurs, 16 threads, qui était même gravé en 10 nanomètres. Donc il était même assez bon, même face au processeur d'AMD, c'est pour dire. Mais ici, ce sera encore meilleur. Alors, à mon avis, c'est plus au niveau multicœur, parce qu'il a techniquement plus de cœurs. Et même s'il n'y a que 4 cœurs haute performance, ceux-ci sont bien meilleurs par rapport aux anciennes architectures d'Intel. Donc avec les 8 cœurs haute efficacité énergétique en plus, ben forcément vous dépassez le score. Donc c'est certainement pour ça. Donc en multicœur, c'est pas forcément le plus intéressant pour tout le monde. Après, vu que, comme j'ai dit, la puissance monocœur aussi sur les cœurs haute performance a été augmentée chez Intel, ça devrait être aussi un bon processeur pour les programmes moins bien optimisés. Donc plutôt intéressant. Ce ne sera pas pour tout le monde, c'est un processeur qui est plus destiné à des petits ordinateurs portables ou des ultrabooks ou des Microsoft Surface ou ce genre de choses. Mais ça reste, quoi qu'il arrive, très intéressant selon moi et on verra bien ce que ça donnera. Maintenant, tout en restant au niveau processeur mobile, AMD aussi a quelques nouveautés qui arrivent pour ce CES. Donc, comme je vous ai dit dans un précédent Exama Show, il va y avoir un énorme refresh au niveau ordinateur portable en ce début d'année et on va voir d'autres news en rapport avec ça après. Donc, j'espère que ça vous intéresse. Ici, on a des informations sur le Ryzen 9 6980HX qui, du coup, serait un nouveau processeur AMD. Alors, c'est pas du Zen 4, donc c'est pas une nouvelle full architecture, c'est plus Zen 3+. Donc, c'est la même architecture que vous avez dans les processeurs AMD actuels, mais un peu améliorée. Et aussi gravé en 6 nanomètres au lieu de 7 nanomètres. Donc, ça devrait un petit peu améliorer l'efficacité énergétique. C'est toujours un Weaker 16 thread d'ailleurs ici. On n'a pas, comme ils disent, il n'y a pas d'informations sur les 6 cœurs, mais il y aura certainement un 6 cœurs. Donc, pas d'augmentation de cœur ici de la part d'AMD, ce qui n'est pas si étonnant que ça, vu que ça requerrait quand même de changer pas mal leur design, mais qui pourrait être aussi un petit peu étonnant, vu que, à mon avis, Intel, eux, vont augmenter le nombre de cœurs sur leur processeur mobile, donc on verra bien ce que ça donnera. Bref, le plus intéressant, c'est que ces processeurs pourraient booster sur un seul cœur jusqu'à 5 GHz. Et c'est la première fois qu'AMD a un processeur d'ordinateur portable qui est capable de faire ça. Donc, la différence de fréquence qui a toujours été un avantage pour Intel jusqu'à maintenant, qui leur a permis de compenser au niveau performance, commence à fondre comme neige au soleil. Et ça devrait donner des trucs intéressants. Après, encore une fois, Intel, eux, devraient avoir plus de cœurs techniquement, donc peut-être que ça va contrebalancer les choses. Bref. Ce sont des processeurs, du coup, très orientés haut de gamme, mais il y a quand même un 6900HX qui devra sortir, un 6800H, et ce seront tous des Weaker 16 threads, mais avec des fréquences différentes.
Donc on verra bien ce que ça donnera, mais une chose est sûre, vous les verrez dans pas mal d'ordinateurs portables orientés gaming ou création de contenu. Ils devraient être selon moi intéressants, même si encore une fois, il vaut mieux attendre les tests. Maintenant, on n'a pas que des news au niveau CPU, on a aussi des news au niveau GPU, notamment avec AMD qui va introduire un nouveau GPU ici aussi en 6 nanomètres. Donc visiblement, ils vont passer pas mal de production sur ce nouveau processus en 6 nanomètres. Donc avec un GPU qui sera un Navi 24. Donc je vous rappelle que c'est comme Nvidia. Navi 20 c'est le gros GPU, Navi 22 c'est un peu plus petit, Navi 24 c'est encore un peu plus petit. Donc ce serait une 6500 XT ici. C'est aussi une carte graphique qui serait sur PC fixe pour information. C'est pas juste du mobile ici, mais il y aurait certainement une version mobile apparemment. Il y a aussi des informations comme quoi il y aurait une nouvelle carte graphique haut de gamme AMD au niveau mobile qui utiliserait ce nouveau processeur de 6 nanomètres. Donc on verra bien ce que ça donnera. Mais bon, c'est quand même intéressant parce que c'est une carte graphique plus orientée milieu de gamme, clairement ici. Donc on parle certainement dans les 200 €. Donc ça devrait intéresser pas mal de gens. Maintenant, le truc c'est qu'on l'a vu jusqu'à maintenant avec AMD au niveau carte graphique. J'aime bien AMD, mais au niveau carte graphique, ils font un peu n'importe quoi parce qu'ils ont des bons GPU, mais ils sont introuvables. Genre, c'est impossible de les trouver. Ils sont même trop chers ou autre chose. Donc, yep. Maintenant, leur GPU au niveau milieu de gamme sont moins intéressants, mais c'est comme Nvidia. C'est genre, le haut de gamme est hyper intéressant, techniquement pour le prix que ça devrait être. Et puis plus vous allez vers le milieu de gamme, plus vous êtes en mode le gain est moins intéressant et le prix est de plus en plus illogique. Donc, yep. Donc je m'attends pas à des miracles avec ce GPU, honnêtement. Surtout qu'il n'est pas censé avoir des specs si incroyables. Donc il aurait jusqu'à 1024 shader units notamment et jusqu'à 4 Go de GDDR6. Donc pas grand chose, mais quand même, s'il était sorti à un très bon prix et qu'il était en stock, ça pourrait intéresser. Mais je ne m'y attends pas, malheureusement. Un autre truc que je m'y attends pas, ce que beaucoup de gens achètent surtout, c'est le fait que Nvidia, encore une fois, va sortir une RTX 3080 Ti pour laptop, donc pour ordinateur portable. Elle n'a rien à voir avec la 3080 Ti que vous avez sur PC fixe, tout comme la 3080 n'a rien à voir avec la 3080 que vous avez sur PC fixe. Mais elle utilise quand même un nouveau GPU, je vous rappelle le GA103S, on l'a vu dans une précédente vidéo, et qui aurait 7424 coups d'accord, 16 Go de GDDR6, et ça utilise aussi une RAM plus rapide, et aurait un TDP, ça c'est une nouveauté, qui peut monter jusqu'à 175 watts, ce qui est plutôt pas mal. Après, le truc, c'est assez véridique là-dessus, c'est au niveau carte graphique mobile, des fois le nombre de coups d'accord ne veut pas dire forcément grand-chose, parce que vous pouvez avoir une carte graphique milieu de gamme avec moins de coups d'accord, mais qui fonctionne à une plus haute fréquence qui compense. Moi, ce que je regarde toujours, c'est la consommation. En général, plus elle consomme au niveau mobile, vu qu'ils essaient d'optimiser au maximum au niveau mobile la consommation, plus elle consomme, plus elle est performante. Donc là, juste pour voir, 3080 Ti, elle monterait jusqu'à 175 watts, donc c'est une dizaine de watts au-dessus de la 3080. S'il y a quelques petites optimisations par-ci par-là, avec le fait aussi que la RAM est plus rapide, et ça c'est une différence par rapport à toutes les autres cartes graphiques qui étaient au niveau mobile Nvidia, qui étaient toujours à la même vitesse de RAM, elle devrait être plus performante que la 3080, mais ne vous attendez pas non plus à la même différence qu'on a entre une 3080 de PC fixe et une 3080 Ti de PC fixe. Enfin, en vrai, il y a le même genre de différence de coup d'accord quand on y pense. On verra bien ce que ça donnera. Une chose est sûre, ce ne sera pas forcément une carte graphique pour tout le monde. Il y a aussi une 3070 Ti qui devrait sortir et qui sera plus performante. Après, elle est très proche de la 3070 visiblement. Elle n'a rien, encore une fois, à voir avec la 3070 Ti que vous avez sur PC fixe, parce que la 3070 Ti que vous avez sur PC fixe, c'est la 3080 mobile. Genre, littéralement, elle a le même nombre de coups d'accord et tout. C'est exactement la même. Donc, c'est juste pour vous indiquer. Encore une fois, Nvidia a fait un peu du traficotage ici. Même chose avec AMD. AMD ont leurs 6800M, qui sont basiquement des 6700 XT de PC fixe. Donc, voilà. Je sais que c'est pour le marketing, tout ça. C'est... par exemple, la 3080, c'est le haut de gamme. Donc, le haut de gamme sur PC portable, ça doit être 3080 aussi, même si c'est pas les mêmes spécifications. Mais ça porte quand même à confusion, je trouve, pour les gens. Il y a des gens qui vont se dire « Oh, j'ai un ordinateur portable avec une 3080, donc il est aussi performant qu'une 3080 sur PC fixe. » Alors que non, pas du tout, en fait. Il y a une énorme différence. Donc, yep. C'est ça que ça me pose problème personnellement.
Mais bon, on verra bien ce que ça donnera. Ça devrait quand même une carte graphique très puissante, même si elle devrait aussi consommer pas mal. Donc on la verra certainement dans des gros ordinateurs portables. Ensuite, on passe à des processeurs à nouveau, mais ici sur PC fixe. Et ça devrait intéresser beaucoup plus de gens parce que ce sont les futurs Core i3 et Core i5 Alder Lake de Intel. Donc ce serait le 12100, le 12300 et le 12400. Qui du coup, les 12300 et 12100, ce seront... Combien de cœurs ils vont avoir déjà en vrai? Je ne sais même plus. Oui, ce sera bien 4 cœurs, il me semble bien. Ce sera 4 cœurs haute performance d'ailleurs. Et le Core i5, lui, on le savait déjà, vu qu'il a déjà été testé techniquement, aura 6 cœurs haute performance. Donc, des processeurs qui devraient être intéressants. Les Core i3 devraient être au niveau de 120 € si on se base sur les dernières années. Donc, ça veut dire très accessible. Franchement, très accessible pour beaucoup de gens. Mais devrait être très bon pour les jeux. Le plus intéressant, ça certainement pour moi le 12400 qui remplacera le 11400 qui était déjà très intéressant. En particulier aussi le 12400F qui n'a pas de partie graphique qui devrait coûter moins cher encore. Je les attends avec énormément d'impatience, franchement. Donc, si j'arrive à mettre la main dessus, je peux vous dire que je ferai un test. Après, évidemment, on regardera ce que ça donnera. Et vous le verrez souvent dans des recommandations pour moi de CPU en 2022 parce que je le sais, ça va être un très bon processeur et surtout, il ne sera pas cher. On verra bien aussi ce qu'AMD sort en réponse à ça. Jusqu'à maintenant, je vous rappelle, ils n'ont pas vraiment sorti de réponse. Et les prix ont un petit peu diminué à ce que j'ai vu, mais il n'y a pas eu non plus énormément de mouvements. Donc, le 5600X, qui est techniquement beaucoup moins performant que le 12600K, est toujours vendu à peu près au même prix. Donc, c'est juste pour vous dire que il n'y a pas trop de mouvement au niveau d'AMD à ce niveau-là. Donc on verra bien ce que ça donnera. Ah, et aussi AMD n'a toujours pas sorti, il faut le savoir, de processeur entrée de gamme Zen 3. Il n'y a pas de Ryzen 3 5000. Il n'en existe tout simplement pas. Ce qui est assez étonnant. Je suppose que c'est dû au fait qu'AMD n'a pas la capacité de production, tout simplement. Ils ont par exemple les consoles next-gen à fournir, énormément de CPU et de GPU. Qui sont combinés ensemble, mais ça prend beaucoup de capacité de production chez TSMC, et du coup, ils n'ont juste pas les ressources, à mon avis, et c'est pas un marché le plus intéressant pour eux, parce qu'il y a moins de marge. Genre, quand vous fabriquez un processeur qui prend la même quantité de silicium, donc je vous rappelle qu'ils ont des énormes wafers de silicium, donc c'est des gros cercles où ils gravent les processeurs dessus. Un Ryzen 3 ou un Ryzen 5 prend la même place sur ce wafer, sauf que le Ryzen 5, vous le vendez 2 fois plus cher. Donc, c'est-à-dire que pour la même quantité de matière utilisée et la même capacité de production, techniquement, ils le vendent 2 fois plus cher. Donc, forcément, ils ne font pas de Ryzen 3 s'ils n'en ont aucune raison de le faire. Mais ça veut dire que Intel peut juste arriver et prendre le marché. Et c'est assez étonnant parce que c'est littéralement ce qu'a fait AMD par le passé, quand Intel était au top. Donc, c'est marrant de voir que au final, leurs positions se sont totalement renversées. Même si Intel a quand même, selon moi, des trucs très intéressants au niveau de Alder Lake, même si la consommation des fois est un petit peu abusée, le Core i5, notamment 12600K, reste très intéressant pour beaucoup de gens. Et j'ai hâte de voir ce que ça donnera dans l'année 2022 au niveau de la réponse d'AMD. Et j'espère qu'on verra aussi des processeurs AMD entrée de gamme ressortir, parce que il est temps qu'on ait un petit refresh. Je pense qu'ils vendent toujours des processeurs Zen 1 ou Zen 2 ou Zen 1 Plus, il me semble, au niveau entrée de gamme. Donc ça commence à dater. Maintenant, une autre news au niveau d'Intel. Forcément, pour accompagner ces processeurs entrée de gamme, on va avoir des cartes mères aussi entrée et milieu de gamme, parce que les cartes mères en Z690 sont assez chères. Donc, il vaut mieux quelque chose d'un petit peu plus accessible. Donc là, on aura les cartes mères en H670, B660 et H610. La plus intéressante certainement sera toujours le B660, tenez-en compte. Donc là, ce sera des cartes mères bien souvent entre 100 et 200 €. Il y en a des plus haut de gamme évidemment, mais je ne vois pas trop l'intérêt de prendre au-dessus de 200 €. Et ce sera un parfait combat avec votre, si vous en achetez un 12400F par exemple. Donc ça aussi, j'ai très hâte de voir. Par contre, j'ai pas hâte de voir on va dire le bricolage qu'il y a d'une marque à l'autre. Je rappelle qu'avec les cartes mères en B560, on avait des énormes différences d'une carte mère à l'autre. Notamment une carte mère
avait des fonctionnalités qui overclockaient automatiquement le processeur, donc vous aviez des énormes gains de performance. Et puis l'autre carte mère d'à côté, de la même marque aussi bien, la gamme juste en dessous, n'avait pas du tout ça. Et du coup, vous aviez un niveau de performance totalement différent parce que le processeur n'était pas overclocké automatiquement. Donc, tenez compte qu'il va y avoir un peu de bordel à ce niveau-là, je suis sûr et certain. Donc là, on verra bien les modèles qui ressortiront le plus. Je sais que MSI avec la Tomahawk en B560 avait toutes ces fonctionnalités d'overclocking. Donc on verra bien si c'est le cas encore cette année-ci parce que ça pourrait changer. Mais bon, bref, ça c'était la gamme d'ailleurs ASRock comme vous pouvez voir. Donc c'est clairement des cartes milieu de gamme, entrée de gamme, ça se voit à leur design. Mais on n'a pas besoin de plus. Ça, c'est ce qui vous donne le plus de valeur pour votre argent, bien souvent. Ensuite, on passe à un registre totalement différent. On va parler un petit peu de TV OLED. Donc ça, c'est quelque chose qu'on verra certainement beaucoup au CES. Attendez-vous-y. Et que j'attends aussi avec impatience. Notamment, j'aimerais vraiment voir, et je le répète, je l'ai déjà dit par le passé, mais les TV 42 pouces OLED de chez LG qui font la même taille que l'écran que j'utilise pour mon PC fixe. Donc j'aimerais utiliser une TV comme écran. Tout à fait logique, tout à fait raisonnable. J'aimerais juste voir en réalité ce que ça fait, voir aussi un petit peu ce que ça donne d'utiliser l'OLED. Mais bon, ils ont montré aussi une nouvelle technologie OLED, donc c'est l'OLED EX. Oui, bon, c'est toujours un peu marketing. Le blabla aussi est toujours un peu marketing, mais il y a réellement une amélioration ici. Donc apparemment, au lieu d'utiliser de l'hydrogène à certains endroits, ils utilisent du deutérium. Le deutérium, vous devez connaître parce que c'est une variante de l'hydrogène, si je me souviens bien, oui, qui, pour information, permet même de faire la fusion nucléaire, normalement. Il y en a très peu sur Terre, le deutérium. Vous en avez, il me semble que j'avais vu, c'était une molécule pour 6000. Une molécule d'hydrogène sur 6000, c'est du deutérium, basiquement. Donc, c'est plutôt rare. Après, l'hydrogène est plutôt présent aussi sur Terre, donc ça dépend comment vous le voyez. Bref, ils utilisent du deutérium et en gros, ça permet d'avoir des cristaux, j'allais dire. Non, est-ce que c'est des cristaux OLED, on peut dire, techniquement? Bref, les écrans OLED émettent leur propre lumière. Chaque pixel émet leur propre lumière. Donc, ça permet d'être plus lumineux. Et ça, c'est un problème qu'avaient les TV OLED. Alors, vous n'avez pas trop ce problème avec les téléphones parce que les écrans de téléphone sont tellement petits que ça, c'est moins un problème. Mais sur les TV, c'était un réel problème. Les TV OLED étaient pas hyper lumineuses, malgré qu'elles avaient des avantages assez importants au niveau du fait que vous pouvez littéralement éteindre les pixels. Donc ça fixerait l'un des plus gros problèmes. Maintenant, il faut voir si... Je suppose qu'ils ont fait attention à ça, mais il faut voir si cette augmentation de 30% de la luminosité ne fait pas que ces nouveaux écrans LED se détériorent plus vite. Parce que ça, c'est aussi un problème des écrans LED. Plus ils sont lumineux, plus ils se détériorent vite, vu que les LED sont organiques ici. C'est pour ça qu'il y a un O d'ailleurs, organique LED, pour ceux qui se demandent. Et du coup, ouais, on verra bien. Je suppose qu'ils ont équilibré la chose et que c'est certainement la même durée de vie, mais avec 30% de luminosité en plus. Ça veut dire aussi que si vous n'en avez rien à faire de ces 30% de luminosité en plus, vous pouvez baisser, ou plutôt laisser la luminosité au même niveau qu'un ancien OLED et peut-être avoir une meilleure durée de vie. Ça pourrait être très intéressant. Mais bon, aussi, ils ont réussi à réduire les tailles des bordures d'écran de 6 mm jusqu'à 4 mm sur un écran 65 pouces. Donc ça veut dire que votre TV ressemblera basiquement, parce qu'à 4 mm, c'est pas grand-chose pour une TV de cette taille-là, que vous allez vous mettre à plusieurs mètres, ça ressemblera basiquement à juste un truc qui flotte devant vous, en quelque sorte, surtout si vous le montez au mur. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Même si c'est pas très utile, honnêtement, pour la plupart des gens. Mais, yep. Ça veut dire aussi que techniquement, elle prend un peu moins de place pour la même taille, donc un avantage. Même si maintenant, les bordures d'écran sont pas très épaisses. Mais moi, je me souviens, hein, à une époque, et même j'ai un écran avec une bordure d'écran assez épaisse, et je peux vous dire que ça rajoute en taille quand même très très vite quand la bordure d'écran est un peu épaisse. Donc, yep. On verra bien ce que ça donnera. Et on reste toujours dans les écrans avec une dernière news ici, avec LG qui a annoncé un écran 16/18e. Et il ressemble à un gros rectangle. C'est un écran assez bizarre, oui, comme vous pouvez voir. C'est un écran vertical, mais c'est différent des écrans verticaux qu'on a jusqu'à maintenant, où c'est juste un écran horizontal qu'on met à la verticale. Chose que je fais personnellement. L'écran que j'ai à ma droite ici, qui est mon écran secondaire, je le mets verticalement. Donc ça me permet d'avoir un peu plus de fenêtres, mais ça prend pas trop de place horizontalement. Mais c'est pas parfait. Comme vous le mettez
prenez un écran horizontal, vous le mettez vertical, il est très haut, mais pas très large. Et des fois, c'est pas très pratique dans certains programmes. Et j'ai eu le cas personnellement. Par exemple, quand je veux mettre une vidéo sur l'écran secondaire et puis travailler sur mon écran principal, la vidéo sur l'écran secondaire, elle est plutôt petite parce qu'il n'y a pas beaucoup de place en largeur. Avec ça, ça réglerait le problème. Donc c'est pour ça que, personnellement, je suis plutôt intéressé par ce genre d'écran. Genre littéralement. Alors je l'utiliserai pas comme écran principal comme ils le font eux, même s'il y a des tâches, hein, comme vous pouvez voir, le montage vidéo et tout ça, c'est plutôt intéressant. Moi, j'utiliserai plus comme écran secondaire. Maintenant, j'ai un peu peur du prix, parce que bien souvent, quand vous avez quelque chose d'aussi spécifique, le prix monte vite. Donc, ils n'ont pas donné le prix. Ce sera certainement annoncé au CES. Mais si je devais deviner... Techniquement, c'est un écran 1440p d'ailleurs, pour ceux qui se demandent. Enfin, techniquement, enfin... Oui, il fait 2500 pixels sur 2880, donc 2500 de large et 2800 de haut. Donc c'est comme un écran 27 pouces plus haut, mais il fait quand même 27 pouces au total, 27,6 pouces. Donc en réalité, la densité de pixels est plus importante qu'un écran 27 pouces 1440p. Donc c'est un peu particulier, hein, franchement. Donc il sera un petit peu moins large qu'un écran 27 pouces, mais il sera évidemment beaucoup plus haut. Donc assez spécial. Je ne sais pas si forcément ça m'intéresserait, surtout selon le prix, mais je suis une des personnes visées par ce cas d'utilisation, je trouve, parce que ça m'intéresserait réellement d'avoir un écran secondaire comme ça. Mais maintenant, si c'est trop cher, si... Ben, honnêtement, je sais pas, il y a d'autres petits désavantages. Peut-être que juste prendre un écran 16 neuvième et le mettre horizontalement marche mieux, franchement, des fois. Mais bon. Un truc aussi qui aidera à ça, c'est si on avait plus d'écrans 16 dixièmes. Ça, c'est aussi un truc que je trouve dommage. Les écrans 16 dixièmes, c'est juste des écrans un peu plus hauts. On en a beaucoup sur les ordinateurs portables. Mais sur les PC fixes, il y en a jamais. Ce qui est un petit peu dommage parce qu'ils offrent juste cette verticalité un petit peu en plus. Et nickel pour, par exemple, quand vous avez des programmes professionnels de montage ou autre chose. Cette verticalité vous donne un peu plus d'espace. Par exemple, pour mettre... Vous avez pu le voir là, la timeline Adobe Premiere, vous pouvez la mettre, avoir un peu plus d'espace. Donc j'aimerais bien aussi que ça existe ça. Et si on les mettait verticalement, ça donnerait un peu plus de largeur. Donc, yep, il y en a qui existent, hein, je le sais, mais il n'y a pas beaucoup de choix. C'est ça mon problème. Bref, dans tous les cas, je vais arrêter de continuer de parler au niveau écran comme ça, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, les écrans verticaux et tout, mais je sais que ça ne touche pas forcément beaucoup de gens. Mais ouais, j'aimerais bien un petit peu d'évolution à ce niveau-là. Je pense qu'il y a matière à faire. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texamash aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouvera pour un prochain. Et je vous dis ciao, ciao. Et d'ailleurs, ça fait longtemps que je vous ai plus vu. Je vous ai plus vu depuis l'année dernière.